Salut tout le monde, c'est Sam de Bonnetman et vous regardez la vidéo des résultats de WWE Royal Rumble 2016. Mais avant, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année et tout ce qu'on peut vous souhaiter de bien. Et parce que c'est vrai que même si on est le 27 janvier et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, ça a été un petit peu le bordel avec les fêtes de fin d'année. J'ai eu beaucoup moins de temps que ce que je croyais avec le taf, avec l'album, parce que je suis en train d'enregistrer un album avec mon groupe, donc ça m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris à peu près 3 semaines pour rattraper 3 semaines de show, c'est-à-dire qu'à partir de avant le Royal Rumble, j'avais 6 shows de retard, quelque chose comme ça, donc Raw et SmackDown, ça m'a pris un temps fou, et le temps que je fasse tout ça, la vidéo de prédiction aurait pas servi à grand chose, et elle aurait eu une vingtaine de vues, donc je me suis dit autant pas m'emmerder à faire ça et me concentrer sur autre chose. Mais voilà, j'ai regardé le Royal Rumble, pas en direct parce que je travaillais lundi et j'étais très fatigué de mon week-end. Donc je me suis réservé ça pour hier, mardi. Donc je l'ai regardé en plusieurs fois. Alors c'est vrai que niveau de l'ambiance, j'ai pas réussi à me mettre à fond dedans comme je peux le faire habituellement. Mais je l'ai regardé en entier, kick-off inclus. Toutes mes notes sont en bas, donc c'est pour ça que si vous me voyez baisser les yeux, c'est tout à fait normal. Donc voilà, le kick-off, comme d'habitude, on avait... ah bah non, pas comme d'habitude. À la place de Byron Saxton, en commentateur, on avait Jerry Lawler. Et donc du coup Jerry Lawler n'était pas à la table des commentateurs avec Michael Cole et JBL, c'était Byron Saxton qui était avec lui. Et bah donc comme d'habitude, il n'y a pas grand chose qui change. Ils font leur interview Twitter, ils font le retour sur leur prédiction à eux pour qui va gagner tel match, qui va gagner tel match, en mettant les promos entre les deux. Il y a eu une interview backstage avec avec Rick Brennan, donc qui est un nouvel arrivant à la WWE. Il a dit qu'il allait interviewer les Social Outcasts. Donc les Social Outcasts, c'est Dean Ambrose, oui bien sûr, Adam Rose, Bo Dallas, Curtis Axel et Heath Slater. C'est un petit groupe tout fraîchement formé et donc il allait y avoir une interview Twitter. Je vais directement en parler. Donc ils sont arrivés et ils ont dégagé le gars. Ils ont répondu eux-mêmes aux questions. Alors, ce qui était. Alors, bon, comme d'habitude, ça sert à rien, ce genre de questions Twitter. J'ai déjà expliqué pourquoi, hein, parce que tout simplement les personnages sont dans leur personnage et les questions sont des fois des vraies questions hors contexte catch, si on veut, hors contexte storyline. Mais là, mine de rien, ça m'a fait rigoler et ça m'a donné envie de continuer à suivre ce petit groupe-là. Donc on verra bien ce que ça donne pour la suite. Mais ils ont eu quelques répliques qui étaient assez rigolos et bien senties. Donc voilà, pourquoi pas. On verra pour la suite ce que ça va donner. De but en blanc comme ça, c'est vrai que y a 4 jobbers qui font un groupe, ça a jamais donné quelque chose de grandiose. On peut repenser au 3MB pour citer Slater et puis enfin voilà quoi. Je veux dire, Bo Dallas tout seul, il arrivait déjà pas à grand chose. Adam Rose, ça a duré 1 mois et demi et Curtis Axel, Curtis Axel depuis qu'il a fini la Nexus, c'est pas trop quoi foutre à part changer de nom. Donc voilà, à voir, à voir. On a eu un segment backstage avec la League of Nations. Donc Wade Barrett, Rousseff, Del Rio et Sheamus. Puis en train de se motiver, presque trop motivés. On aurait cru qu'ils étaient sous méthamphétamine, c'était assez marrant. Euh, Là, donc, enfin voilà, il y a eu ça. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, que la typographie style antiquité était vachement bien utilisée, exploitée à fond. Parce que, je vais vous mettre une photo, et même les superstars étaient, genre en mode statue de marbre pour les photos promo des matchs. Je trouvais ça assez novateur, on va dire. On va pas dire que c'était exceptionnel, mais ce genre de petits détails, côté visuel, c'est important pour l'accroche de faire quelque chose de nouveau de temps en temps. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne petite idée. On a eu une interview de Kevin Owens par Jojo qui a pas servi à grand chose. Et puis après on est passé au match de kick-off. Donc c'était un match Fatal 4-Way Tag Team. Donc on avait les Dudley Boys qui affrontaient Mark Henry et Jack Swagger, qui affrontaient les Ascensions et Damian Sando et Darren Young. Voilà, donc 4 équipes. Et le but,
Merde, l'objectif, pas l'objectif, le prix à la fin du match, c'était que l'équipe gagnante pourrait rentrer dans le Royal Rumble match plus tard dans la soirée. On a eu des chants We Want Damian Sando parce qu'il est en fin de retour et que ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. Et voilà, 1 minute 30 de match et puis on en revient au problème qui arrive maintenant à presque tous les pay-per-views, c'est qu'on a une pub en plein milieu du match de kick-off, ce qui est nettement préjudiciable pour le pour suivre l'action et pour accrocher les téléspectateurs. Mais je vais pas revenir dessus parce que vous savez déjà ce que j'en pense. Mais le public, en tout cas, lui, était déjà vachement chaud. On a eu des chants dès le début du kick-off, donc je trouvais ça pas mal. Hein, en même temps, tant mieux. Donc à ce compte-là, autant arrêter le show et arrêter le kick-off et démarrer le show tout de suite, quoi. Enfin bref, les Dudley Boys qui prennent le lead et le public qui se met à chanter pour eux. Freddy et puis là Jack Swagger qui vire Barrett Dudley du tombé sur The Ascension. On a eu un espèce de vieux splash de Mark Henry et le tombé fait à la zob et victoire de Mark Henry et de Jack Swagger. Et ça s'est fini super vite et l'action s'est déroulée de manière, enfin, c'était super déconcentrant, c'est-à-dire que au moment où Victor reçoit un tombé de Bubba, il y a Connor qui grimpe sur le ring et qui fait genre qu'il va enlever le tombé alors que c'est Swagger qui arrive derrière pour l'enlever. Résultat, tu sais plus trop donner de la tête et t'as l'impression que c'est un espèce de vieux dégagé de tombé bien botché, bien dégueulasse. Et il a fallu que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois pour vraiment piger ce qui s'était passé, quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé légèrement dommage et carrément couillon en fait, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Donc voilà. Ensuite, la victoire, ça apporte pas grand chose. Parce que Mark Henry et Jack Swagger, je vous en parlerai plus tard, mais ils ont rien fait dans le Royal Rumble. C'était pas spécialement ça l'intérêt du match. C'était plus que tout le monde voit un peu son catcheur préféré. Donc il y avait les Dudley Boys et Damian Sando pour vraiment mettre les choses, faire éclater les choses, quoi, tout simplement. Et ça s'arrête là. Sinon, en ce qui concerne le contenu du match, il partait bien et il s'est fini beaucoup trop vite en fait et avec la coupure pub ça a pas aidé à accrocher les gens, je trouve. Et la fin qui était très bâclée, une équipe victorieuse qui était assez inattendue. Résultat, la réaction du public, c'était pas trop ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour vraiment comprendre ce qui s'était passé entre Jack Swagger et puis Connor. C'était un peu le bordel. Et donc du coup, petite déception sur la fin de match en tout cas. Donc 2,5 sur 5 et parce que c'est ce que ce match mérite et c'est tout et ça s'arrête là. Donc on a eu l'interview de Social Outcast juste après. Et puis la fin des prédictions et le show a démarré. Et ça a démarré avec Vince McMahon et sa fille Stephanie qui arrivent en limousine. Et puis ça a bifurqué directement sur le match pour le titre intercontinental entre Dean Ambrose et Kevin Owens en Last Man Standing. J'en attendais pas mal de ce match-là parce que Dean Ambrose et Kevin Owens maintenant on les connaît très bien tous les deux. On sait de quoi ils sont capables, ne serait-ce que dans des matchs classiques. Mais alors dans les Last Man Standing où ils ont un peu plus de liberté, ça aurait donné vraiment quelque chose de cool. Et donc je vais tout simplement vous dire ce que j'en ai pensé. Je trouve que le match, que le match était cool, que la situation était bien exploitée. Il faut savoir qu'on a eu 4 tables qui se sont fait fracasser, plus une douzaine de chaises à peu près. Mais le match était quand même moins cool que le John Cena contre Bray Wyatt qu'on a eu en 2014, il y a quelques temps déjà. Celui-là était vraiment top. Donc c'est Dean Ambrose qui garde son titre intercontinental. Le match était vraiment cool par contre, dans le contenu c'était bien, les mecs on sent qu'ils sont vraiment mis à fond dedans et ils ont vraiment mis du leur et ils en sont sortis bien blessés je pense tous les deux parce qu'ils ont bien morflé sur ce qu'ils se sont infligés. Niveau changement de lead, c'était un petit peu de classique on va dire, Dean Ambrose au début, Kevin Owens dans le milieu puis Dean Ambrose sur la fin, avec des subtilités que je veux dire, c'était pas début milieu fin quoi, c'était vraiment il y avait un petit melting de tout ça, donc c'était intéressant et un match à revoir. J'ai mis 4 sur 5 et c'est mérité parce que gros travail, le match était assez long.
Mine de rien, des matchs, il n'y en avait pas beaucoup. Même si le match Royal Rumble a duré plus d'1 heure, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Bon, après, d'un autre côté, ça m'aurait fait chier d'avoir un match sans titre pour rien à la con, genre Randy Orton Sheamus comme on avait eu au SummerSlam ou dans cette période-là. Donc voilà, 4 sur 5, victoire de Dean Ambrose, rétention du titre. Et je vais passer au match suivant, donc pour le titre par équipe, entre les New Day et les Usos. Alors, donc les Usos sont enfin de retour en action, parce que c'est Jimmy ou Jay, je sais plus qui, a été blessé pendant un paquet de mois. Mais voilà, il y a encore du travail à faire, je pense, au niveau du micro. C'est quelque chose que j'ai déjà dit. Et je pense que ce serait pas mal qu'ils changent un petit peu de 3 mouvements. Parce que mine de rien, même si c'est super entraînant, on finit par s'habituer. On finit par voir assez souvent les mêmes choses. Donc ce serait bien que les Usos changent un petit peu leur set move. Mais légèrement, juste ce qu'il faut pour que ce soit visible. Et voilà, puis parce que bon. Je trouve qu'il y a quelque chose d'autre à faire encore avec cette équipe. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui les aiment bien. Mais il y a encore du boulot. De toute façon, c'est le cas avec toutes les équipes. Mais je pense que c'est encore un peu plus le cas avec les Usos, en tout cas au niveau du micro. Bref, ils arrivent sans Xavier Woods. Ils font un moment de silence. Et puis là, c'est Xavier Woods qui arrive avec son nouveau trombone, Francesca 2. Parce que Francesca 1 est décédée, coupée en deux par Chris Jericho. Voilà. Pour les news, voilà, je ne joue pas de trombone, je joue de la guitare, donc je m'en bats les ronds. Un match entre les Usos et les New Day, donc c'était Biggie et Kofi Kingston, hein, comme d'habitude, pour le titre par équipe. Donc un match solide, propre, un public présent. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que chaque catcheur a eu son temps de lead, et encore une fois, comme d'habitude, grosse performance des New Day. Ils font vraiment... c'est eux qui contrôlent vraiment le truc. Hein. J'y croyais vraiment pas. Quand on y voit l'année dernière, si vous remontez dans mes vidéos, vous m'entendrez le lire. Je croyais vraiment pas à cette équipe des New Day. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça explose comme ça. Et aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qu'on a au final. Niveau crédibilité, niveau créativité. Ils sont drôles. Je trouve qu'ils sont drôles quand ils s'y mettent sur le ring. Ils ont l'air cons et ils s'en foutent. Et c'est quelque chose qui ne peut jouer que en leur faveur. Et je vais continuer à les soutenir. Alors après, bien sûr, comme tout le monde, je suis pour que les titres changent de main assez fréquemment. Là, ça fait un petit bout de temps qu'ils les ont, les titres. Mais face aux Usos, je trouvais que ça aurait été un petit peu trop tôt. Donc le final, Biggie qui attrape Uso en l'air, qui attrape Uso, putain, faut que j'arrête de lire mot pour mot ce que je note, parce que sinon ça veut rien dire. Biggie qui attrape Jimmy Uso en l'air, donc pour lui poser son big ending et son finish. Victoire comme ça, 1, 2, 3, tombé. Il faut que je mette les mots dans l'ordre, dans la phrase aussi, ça devrait pouvoir aider. Donc voilà, un final un petit peu inhabituel et quelque chose d'ajouté par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au show hebdomadaire. Donc c'était quelque chose de positif à rajouter à ce match-là. Donc le match dans sa globalité, il avait un petit peu de mal à démarrer. On aurait cru justement, voilà ce que j'allais vous dire, donc un match un style Raw ou SmackDown. Et puis ça s'est amélioré, ça s'est allé crescendo sur la fin. Et donc avec un final plus, on va dire, inhabituel par rapport à ce qu'on voit dans les shows hebdomadaires. Les New Day sont toujours champions et je trouve ça logique face aux Usos. Parce que, ah oui, il y a ça aussi. Oula, je vais peut-être taper dans le PC. Les Usos ont remplacé, je pense, les Lucha Dragons. Je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais voilà, la blessure de Sin Cara a fait que les Lucha Dragons ont été débookés des plans déjà prévus, parce qu'ils étaient en train de grimper, mine de rien. Et donc, la blessure de Sin Cara a causé ce débooking et le booking des Usos à la place. Donc en soi, ça tombe un peu sous le sens. 3,5 sur 5 à ce match-là. Parce qu'on peut encore avoir mieux, je pense, d'un match par équipe. C'était pas dégueu, c'était pas nul, c'était bien, hein, mais voilà, je veux dire, sans plus non plus. C'est des genres de matchs qu'on attend à un pay-per-view. Moi, 3,5 sur 5, c'est à peu près la note de ce que j'attends quand je vois un pay-per-view, c'est la note minimum, quoi. À partir de 3 sur 5, je trouve que c'est dommage d'avoir pas assez travaillé. 3,5, pour moi, c'est ma note de base de match que j'attends en pay-per-view. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu après un segment backstage avec la Wyatt Family, pas grand chose à redire dessus. On est passé sur le match du titre des États-Unis entre Alberto Del Rio et Kalisto. Kalisto, donc du coup, qui a été mis sur le titre US à cause de la blessure de Sin Cara, et je pense qu'en fait
Ses feuds en solo et entre autres son histoire avec le titre US vont dépendre un petit peu de l'état de santé de Sin Cara. Parce que Sin Cara tout seul ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, même si le mec, le gars qui incarne Sin Cara a changé au fur et à mesure, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Bon après. C'est la WWE de gérer ça. Donc le match, grosse botch, j'ai remarqué assez rapidement sur un super mouvement qui était en préparation. Mais en soi, le match était quand même très technique. Parce qu'on a deux catcheurs qui viennent exactement du même monde catchesque. Ils ont fait de la lucha libre, peut-être pas ensemble, mais ils ont été à la même école. Et ils ont voulu ramener un petit peu ça dans le pay-per-view, ce que je trouve honorable de leur part et ça fait du bien, ça rend des mouvements, ça nous fait voir des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais voilà, le souci c'est que ça a été un petit peu botché et donc ce qui fait que ça descend légèrement la note. Kalisto, en ce qui lui concerne, il a encore quelques progrès à faire pour assurer dans les matchs en solo. C'est lui qui a remporté le titre à la fin du match, après 2 Soledad del Sol. Et donc qu'est-ce que j'ai réécrit en dessous? Tout simplement, quoi penser du titre US en ce moment? Parce qu'il fait un peu ping-pong entre Del Rio et Kalisto. Kalisto, le lendemain, à Raw, il n'a pas affronté Del Rio. De mémoire, il a affronté le Miz. Et Del Rio, il doit partir sur d'autres plans. Donc, on verra. Sans ça, c'est une bonne chose. Ça ne peut que rajouter de la crédibilité pour Kalisto. Mais je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire pour assurer sur ces matchs en solo. J'ai mis 3,5 sur 5. Exactement, pour les mêmes raisons que pour le match des New Day et des Usos. Et ça va me permettre d'enchaîner avec la suite. On a eu droit à des promos pour les shows de la WWE Network. Il y en a eu partout, entre autres pour un truc que Edge et Christian sont en train de mettre en place. On a eu droit à une promo pour Fastlane, donc qui aura lieu le 21 février. D'ailleurs, promo qui a mis en avant Eva Marie. Alors, Eva Marie, tant qu'on y est, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en parler. J'essaie de trouver le mot juste. Il y a des mecs en fait sur. Je lis souvent les commentaires sur le site de la WWE. Parce que mine de rien, c'est là où les gens sont le plus honnêtes sur le Facebook de la WWE. Et il y avait un truc sur Eva Marie. Il disait c'était juste une star du porno. Alors en soi, ça peut paraître vachement exagéré, mais quand on y pense, elle sert qu'à ça. Je veux dire, c'est juste un plaisir des yeux. Eva Marie, elle est là parce elle a les cheveux rouges et ça saute aux yeux. Elle a des attributs magnifiques, même s'ils sont refaits. Voilà, c'est tout. Elle n'a que le physique pour elle. Elle a beau s'être entraînée avec Brian Kendrick pendant plusieurs mois. Elle a encore de gros progrès à faire. Ça doit en dégoûter certains de la voir dans des matchs pour le titre NXT Women's Champion. Mais voilà, le problème c'est qu'elle a que le physique pour elle, contrairement à Paige ou à Becky Lynch, que je trouve c'est des catcheuses qui sont jolies comme tout, mais qui elles en plus ont du talent et qui savent faire quelque chose sur le ring. Et Eva Marie, le problème c'est qu'on l'a prise et gardée un petit peu que pour son physique. Et j'en ai j'ai failli dire j'en ai gros sur la patate, mais non, je m'en bats les couilles. Mais non, mais enfin qu'elle fasse des progrès avant qu'on la remette en tout cas sur le roster principal. Donc voilà, parlons de Diva. Becky Lynch contre Charlotte pour le titre des Divas. Alors, encore une victoire en trichant pour Charlotte, hein. Ça fait déjà quelques semaines que Becky Lynch et Charlotte enchaînent les matchs pour le titre des Divas, donc c'est Charlotte qui est la championne, hein, et elle l'est restée, donc du coup, au Royal Rumble. Et c'est grâce à Ric Flair, en trichant comme d'habitude, qu'elle se met à gagner. Donc voilà, mais le point important, en fait, c'est ce qui s'est passé après le match. Je pense d'ailleurs que le match a servi de pont pour ce qui s'est passé après le match. Voilà. Sasha Banks qui arrive, qui marche tout doucement vers le ring, qui monte sur le ring, passe devant Charlotte, elle attaque Becky Lynch, se retourne vers Charlotte, et puis finit par l'attaquer. Et donc on a le droit à un espèce de vieux melting pot où tout le monde se marave la gueule, et au final c'est Sasha Banks qui en sort, et tout le monde est aux anges, et c'est génial, et voilà.
Ça laisse présager une suite dans la rivalité, c'est-à-dire qu'on va simplement ajouter Sasha Banks dans le duel Becky Lynch-Charlotte. Et on peut déjà prédire un triple threat à Fastlane. Au moins ça, on sait jamais, des fois qu'on nous rajoute une quatrième diva, j'en sais rien. Je sais pas, Bayley, faut imaginer, hein, j'en sais rien. Sinon le match en soi, surprenamment long, mais trop brouillon pour être apprécié. C'est marrant quand même, quand on regarde les meilleurs matchs, c'est presque les 2 tiers des matchs de l'année 2015, quand ils sont votés par les fans, les meilleurs sont, dans les meilleurs, on a des matchs de diva à NXT. C'est assez impressionnant, comme quoi changer de public, ça peut vous foutre la pression, ou je sais pas si c'est la WWE qui a pas les mêmes directives selon le roster ou la diva ou le catcheur catch. Alors je sais pas, ça me surprend un peu parce que là c'était vachement brouillon, on a l'impression que ça leur fait baisser de niveau, de passer dans les pay-per-view, parce qu'elles supportent pas la pression, enfin j'en sais rien. J'ai mis 3 sur 5 parce que voilà, trop brouillon, et une fois encore, et je trouve ça bien dommage. Et voilà, c'est tout. Mais j'attends de voir la suite en tout cas, parce que maintenant que Sasha Banks a lâché Naomi et Tamina, tant mieux d'ailleurs, il va y avoir du nouveau et du mouvement dans les nouvelles divas de la WWE. Après, on a eu une promo pour WrestleMania 32, comme d'habitude, une promo vidéo avec juste rien de prévu dessus, parce qu'il n'y a encore aucun match de prévu au moment où la promo a été diffusée. Et ça va me permettre de bifurquer sur le match que tout le monde attendait, le Royal Rumble match. Et pour une fois, j'ai fait les choses correctement. Je vous laisse regarder un peu ce merdier. Alors du coup, vous allez rien voir parce qu'à cause de la surexposition, vous voyez juste une feuille complètement blanche. Je vais essayer de reculer un peu. Attention, la feuille, voilà. Vous voyez à peu près un espèce de tableau, c'est-à-dire les entrées, les sorties des catcheurs, le nombre de gens qu'ils ont éliminés. J'ai tenu ça, mais comme un greffier d'avocat, un truc trop propre. Mais je vais pas tout vous noter. Enfin, tout vous expliquer, mais juste 2-3 détails. Donc, on savait que, petit 1, que le match serait pour le titre WWE poids lourd, détenu par Roman Reigns, et qui, petit 2, entrerait en premier. Donc, pour une fois, on a quelque chose qui change, mais littéralement. Donc, ça a attisé encore plus mon envie, et on sait que Triple H avait dit partout dans des interviews début janvier que la WWE, en tout cas ses scénaristes, avaient apporté des grandes choses et des nouvelles choses et que l'année de 2016 allait être exceptionnelle. Est-ce que ça a été le cas? Eh bah écoutez un petit peu ce que je vais vous raconter et puis vous me donnez votre avis dans les commentaires, on fait comme ça. Alors, en premier, Roman Reigns qui rentre bien évidemment, et puis Rusev en deuxième, donc déjà League of Nations tout de suite. Ah, et il a été accompagné par Lana. Alors c'est un petit détail à la con, mais bon, c'est la première fois qu'elle réapparaît à la télévision depuis cette rivalité terminée à la hache rouillée par Lana, parce qu'elle a décidé de se fiancer avec Rusev, et il y a eu cette espèce de merdier avec Dolph Ziggler et avec Summer Rae, mais je vais pas revenir là-dessus. Maintenant que les choses ont été mises à plat, il n'y a plus besoin d'en reparler, ça sert à rien. Donc le match commence comme ça, et puis là, numéro 3, une musique que je ne connaissais pas du tout, pourtant ça fait un petit bout de temps que je regarde le catch et que je suis TNA de temps en temps, AJ Styles, et ouais, il est arrivé, j'étais comme un dingue parce que AJ Styles quoi, parce que c'est un des mecs qui est le plus capé niveau catch, il a une technique irréprochable, il a un set move large comme la dette fiscale française, je sais rien, j'essaie de trouver un comparatif, mais je dis n'importe quoi. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir la tronche de Roman Reigns, et c'est ça qui était cool. Mais le seul souci, c'est que ça a été spoilé de partout, parce que je suis malheureusement abonné, enfin je suis une chaîne Facebook qui s'appelle GMS, qui est vachement axée sur le foot anglais et sur le catch, entre autres aussi. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a eu des rumeurs partout comme quoi AJ Styles se pointait et arrivait à la WWE. Ce qui fait que ça m'a un peu gâché la surprise. J'aurais été comme un dingue si vraiment je n'avais eu aucune idée, mais bon, c'était malheureusement pas le cas. Tyler Breeze qui est arrivé juste après, qui a été éliminé par AJ Styles. Curtis Axel, puis Chris Jericho, qui lui est resté un sacré paquet de temps, il est resté 57 minutes, quelque chose comme ça, et AJ Styles est resté pratiquement une demi-heure, donc c'était aussi impressionnant.
Kane qui fait son grand retour, on a donc Demon Kane, Goldust qui a pas fait long feu, Ryback qui a pas fait long feu non plus, Kofi Kingston. Alors Kofi Kingston qu'on en parle, mais alors lui c'est le seul membre des New Day qui a été dans le Royal Rumble. Donc il a été là, tout le monde savait pourquoi il est là, parce que maintenant Kofi Kingston a l'habitude de faire une cascade gigantesque, enfin un truc habile et souple comme il le fait à chaque Royal Rumble match. Donc je vais venir dessus jusqu'à ce que ça arrive quoi. Je vais même peut-être en parler maintenant parce que je sais plus exactement quand ça s'est passé. Quand il est arrivé, il y avait Kofi Kingston sur le ring, il y avait Xavier Woods et Big E qui tournaient autour du ring. Kofi s'est fait éjecter et c'est Big E qui l'a rattrapé sur ses épaules et qui l'a posé sur le ring. Mais Kofi Kingston s'est fait éliminer pas longtemps après. Je vais expliquer comment ça s'est arrivé. Donc après Kofi Kingston, il y a Titus O'Neil qui est arrivé, qui n'est pas resté bien longtemps non plus. R-Truth qui lui a été éliminé aussi très rapidement. Luke Harper qui est resté un petit paquet de temps. Premier de la Wyatt Family. Stardust, juste après, Big Show. Neville qui est arrivé après, Braun Strowman, et après on a eu droit donc à Braun Strowman qui a éliminé à lui seul Big Show et Kane. Il a éliminé Titus O'Neil, il a été éliminé par Big Show. Et enfin bref, un sacré bordel. Si vous voulez vraiment le détail des éliminations, simplement allez voir sur la page Wikipédia parce que j'ai fait un comparatif et j'ai exactement les mêmes données. Donc voilà. Il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Kevin Owens qui est arrivé, qui lui a éliminé AJ Styles de mémoire. Dean Ambrose juste après. Donc du coup on a eu droit à un deuxième combat entre Dean Ambrose et Kevin Owens. Sami Zayn, comment on dit en français? Parce que en anglais il dit Sami Zayn. Ouais, ça doit être ça. Qui a éliminé Kevin Owens. Donc pour ceux qui connaissent la NXT, vous savez un petit peu les relations qu'entretiennent Sami Zayn et Kevin Owens. Et Greg Rowan. Mark Henry qui s'est fait lamentablement éliminer par les trois de la Wyatt Family qui restaient. Après Mark Henry, Brock Lesnar. Et Brock Lesnar s'est débarrassé de la Wyatt Family en entière. Et Bray Wyatt qui est arrivé quelques temps après. Donc on a eu droit à un affrontement entre les deux. Je suis un peu essoufflé. Je vais essayer de calmer le rythme de parole parce que je n'arrive plus à aligner 3 mots. Ah oui, chose importante. C'est au moment où Luke Harper est arrivé donc en 13ème que Roman Reigns s'est fait éclater la gueule par les 3 gars de la League of Nations. Donc il est en fait, si vous voulez, il s'est fait sortir du ring, il s'est même fait escorter en backstage de Luke Harper en numéro 13. Il est revenu qu'au numéro 28 en fait. Mais alors en soi c'est aussi logique parce que de faire tenir 1 heure de catch à Roman Reigns quand il n'a pas l'habitude, je pense que c'était pas plus mal aussi, surtout que c'était lui le champion, donc tout le monde aurait voulu l'éliminer. Donc voilà, ça se tient un petit peu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur certains catcheurs? Si R-Truth, ah oui, putain, alors ça, R-Truth, je l'adore, ça y est, c'est bon. Je suis en train de tomber amoureux de la débilité d'R-Truth. Il est arrivé sur le ring, enfin plutôt devant le ring, il a soulevé le drap, il a sorti une échelle, il l'a installé sur le ring, et c'est marrant parce que tous les catcheurs se sont écartés, ils se sont posés comme ça, ils l'ont regardé, ils l'ont laissé faire, et cet abruti en fait il a mis son échelle au milieu du ring, il a grimpé, et arrivé en haut, il a fait mais y a rien là. Donc cet abruti croyait que c'était un ladder match, et donc du coup il est descendu et s'est fait éjecter par Kane, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sami Zayn, on a eu droit au chant olé olé olé. Brock Lesnar, les chants Suplex City. Après Brock Lesnar en 24, Jack Swagger, qui lui est resté exactement 15 secondes dans le Royal Rumble, il s'est fait éliminer par Lesnar. Le Miz, qui lui a fait un truc inhabituel, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé, il allait se foutre à côté des commentateurs, il dit j'attends le bon moment pour rentrer sur le ring. C'est une stratégie comme une autre, en soi il n'y a pas de disqualification, tu fais un petit peu comme tu veux. Alberto Del Rio, qui est arrivé, Bray Wyatt juste après, on a eu droit à un face-à-face entre Bray Wyatt et Brock Lesnar. Alors, je vais peut-être en parler un peu plus tard, parce que Brock Lesnar et Bray Wyatt, ça commence à se friter légèrement. Roman Reigns est arrivé juste après, non il y a Dolph Ziggler qui est arrivé d'abord, Roman Reigns est revenu, Sheamus en 29ème, et donc j'étais en train de faire le calcul dans ma tête, je me dis mais c'est pas possible, s'ils font pas les New Day, ça va être quelqu'un d'autre, donc j'étais en train de réfléchir au roster. Et là en numéro 30, qui c'est qui arrive? Triple H,
en tenue de catcheur, hein, pas en costard, hein, Triple H avec son thème d'entrée Motorhead, hein, The Game. Et puis et donc donc tout le monde était enfin là et puis ça s'est entre temps le ring s'est vidé un petit peu et à la fin on s'est retrouvé avec Sheamus, Dean Ambrose, Roman Reigns, on s'est retrouvé avec Triple H aussi forcément et donc voilà. Euh, on avait un quatuor de fin voilà qui était composé de Sheamus, de Roman Reigns, de Dean Ambrose et de Triple H. De mémoire, Sheamus a été éliminé par Roman Reigns. Roman Reigns a été éliminé par Triple H. Donc il restait plus que Dean Ambrose et Triple H sur le ring. On était sûr d'avoir un nouveau champion. Et, et c'est marrant parce que arrivé à ce stade-là, on commence moi je me suis posé plein de questions. Je me suis dit putain Dean Ambrose il est du côté de Triple H. Il va y avoir une connerie comme ça. Et non, bah non, en fait pas du tout. Mais du coup c'est bien, c'est que ça commence ça m'a fait me poser plein de questions. Ce Royal Rumble, je trouve que d'un bout à l'autre, il a été quand même bien géré. J'ai mis 4 sur 5 et je le maintiens parce que par rapport au Royal Rumble 2014 et 2015, on a eu un show qui tenait vraiment la route et le Royal Rumble match était vraiment cool. Pour moi, c'est un des meilleurs qu'on ait eu des dernières années parce qu'il a commencé super fort. Il a été un peu plus calme sur le milieu et sur la fin, ça a vraiment explosé de partout. Donc au final, c'est Triple H qui a éliminé Dean Ambrose et c'est lui qui est le nouveau champion. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre dessus que Roman Reigns a été USA, on s'en fout. Que Rusev... Ah oui, Rusev qui a se fait un splash à Roman Reigns à travers la table des commentateurs français. Qui étaient là d'ailleurs, hein, les commentateurs français qui sont de plus en plus présents. Bray Wyatt, Triple H, Roman Reigns face à face, oui bah oui, ça c'est logique. Non bah voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non bah tu dis ce que j'avais à dire. Le Royal Rumble, le match Royal Rumble était vraiment cool. Donc je vous invite vraiment à le revoir. Sur AB1, je crois qu'il est rediffusé ce soir si je dis pas de bêtises. En tout cas voilà. Le show en soi il était cool. Je pense que ça aurait mérité un petit peu plus de travail au niveau de certains matchs. Je pense au Diva et au match pour le titre US. Donc voilà. Meilleur Royal Rumble que 2015 et que 2014 parce que 2015 Roman Reigns qui gagne et ça se voyait de plus en plus. 2014 Batista qui gagne et ça devenait de plus en plus évident au fur et à mesure du match. Donc là on a eu l'avantage, c'est qu'on a eu plein de surprises, c'était bien géré. Bravo à la WWE et en tout cas en ce qui me concerne, je vais faire une pause caca et je vous parle du Raw qui a eu lieu le 25 janvier, donc il y a 2 jours. Maintenant que ça va beaucoup mieux, je vais vous parler de Raw. Je l'ai regardé cet après-midi et j'ai noté 7 points. Petit 1. Alors, l'autorité qui a mis en place ses plans pour le titre WWE, donc tenu par Triple H, il a expliqué lui-même qu'il n'avait pas besoin de l'être, mais qu'il avait envie. Et parce que Bitch Please, il fait ce qu'il veut. Donc, il ira directement à WrestleMania 32, hein, mais ça c'était déjà prévu, hein, que la personne en question qui gagnait le Royal Rumble irait directement à WrestleMania avec le titre. C'est pas quelque chose que pas que j'accepte, j'ai pas le choix, mais c'est pas quelque chose que je trouve judicieux parce que ça veut dire que ça va. Je pensais que Fastlane aurait pas grand goût si le titre majeur n'était pas remis en jeu. Donc, Stephanie McMahon explique que le soir du Raw, tous les catcheurs vont être évalués et à la fin, elle va prendre les meilleurs, en faire un match qui sera le main event de Fastlane et le vainqueur de ce main event de Fastlane sera le prétendant numéro 1 pour le titre de Triple H à WrestleMania 32. Voilà le cheminement. Donc ça c'était pour le petit 1. Le petit 2, Florida qui est à Raw, donc hashtag énorme. Qui n'a pas en soi servi à grand chose, mais c'est histoire d'avoir une guest star, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il a fait? Si une rap battle avec Bo Dallas, il a rend. Et quoi d'autre? Bah non, il a été manager des Dudley Boys pour leur match face à Bo Dallas et à Curtis Axel, et c'est tout.
Petit 3, la feud entre Sasha Banks Charlotte et Becky Lynch continue. Donc ça, on n'en a pas appris beaucoup plus. Il y a eu juste eu un match entre Sasha et Becky qui a été terminé brutalement par Charlotte qui est arrivée pour attaquer Sasha et Becky. Donc gros bordel, je pense que ça se précisera dans les semaines à venir. Mais en tout cas, j'ai hâte parce que trois nouvelles divas qui sont en train de prendre la place des Bella, d'Alicia Fox et de Natalia, et puis c'est une très bonne chose. Numéro 4, est-ce qu'on aurait droit peut-être à une nouvelle tag team entre Goldust et R-Truth? On a eu droit à un segment backstage qui était drôle, mais alors je vais revenir sur R-Truth parce que ce mec-là me vend du rêve, c'est un truc de fou. Il a déjà 40 ans passés. Il a jamais gagné de titre majeur en soi, il a juste eu un match face à John Cena à Capital Punishment en 2011 ou une connerie du genre. Et il s'en fout. C'est ça le plus drôle, c'est qu'il est là pour faire marrer les gens, mais pas les gamins. Moi, il me fait rire. On a eu droit à un passage entre Goldust et R-Truth, ils n'arrivaient pas à se comprendre. En fait, un Goldust a dit qu'il cherchait un nouveau partenaire. Et à ce moment-là, R-Truth a dit ouais mais moi je suis marié mec. Et alors que voilà il cherchait juste un partenaire en équipe tag team. Ça pourrait donner quelque chose de super drôle et donner une autre dimension à cette division tag team. Parce que en ce moment c'est un petit peu l'équipe de la loi du plus fort avec les New Day, avec Ascension, avec Bubba et Dudley. Enfin les Dudley Boys pardon. Donc si on a une équipe couillonne, moi je suis client mais taquet à fond. Numéro 4, les New Day contre les Usos, ça continue. Alors j'espère pas trop longtemps. On a eu droit à un match. Les Dudley Boys ils ont affronté les Social Outcasts et ça s'arrête là. Donc je sais pas, j'espère quand même qu'on va pas avoir droit encore à un match par équipe entre les New Day et les Usos à Fastlane. J'espère qu'on aura, alors si c'est le cas en tout cas, j'espère au moins qu'il y aura du travail de fait et que cette rivalité nous donnera un peu plus envie de suivre le match. Et voilà, tout simplement, comme j'ai dit, je pense que les Usos ils ont besoin de faire un petit peu plus de travail sur le ring et niveau de leur micro. Sixième point, premier match, AJ Styles face à Chris Jericho. Match que AJ Styles a remporté. Donc on a eu le droit à une petite démonstration de ce qu'il savait faire. C'était déjà le cas la veille au Royal Rumble. Mais voilà, il a 37 ans je crois. Il a encore l'âge qu'il faut pour faire du catch propre. Et c'est une super chose. Il a gagné, il a serré la main de Chris Jericho. Enfin c'est Chris Jericho qui a serré la main d'AJ Styles à la fin du match. Est-ce qu'il va maintenant reste à savoir sur quel plan la WWE va vouloir le mettre. Et je sais pas trop. Parce que Dean Ambrose est sur le titre intercontinental, Kalisto est sur le titre US, et donc du coup ces deux-là ils sont face. Le titre des divas c'est pas possible parce qu'AJ Styles est pourvu d'un pénis, ce qui fait qu'il est un mâle, donc il ne peut pas avoir de match pour le titre des divas. Et puis pour le titre WWE poids lourd, c'est peut-être un petit peu tôt quand même, faut pas déconner. Il en a la carrure, hein, mais c'est peut-être un peu tôt. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Oui, AJ Styles a son finisher, ce qu'on appelle le Styles Clash. Il a essayé de le poser toute la soirée du Royal Rumble. Il a essayé de le poser hier, il n'y est toujours pas arrivé. Il nous fait du teasing avec ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc attendez-vous à un finisher assez inhabituel si vous suivez les matchs de AJ Styles. Il y a des chances qu'on y ait droit à Fastlane, parce que s'il n'y est pas arrivé hier et qu'il n'y est pas arrivé... s'il n'y est pas arrivé au Royal Rumble ni à Raw lundi soir, il y a une raison à ça. Donc attendez-vous à quelque chose de cool quand ça viendra. Et enfin, septième point, le main event de Fastlane a été donné. On a eu Dean Ambrose en équipe avec Roman Reigns qui affrontait Rusev et Sheamus, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en main event de Raw. À la fin du match, Roman Reigns s'est vengé et a fait une powerbomb avec l'aide de Dean Ambrose sur la tête des commentateurs français qui étaient encore là, à Raw d'ailleurs, sur Rusev pour se venger. Stephanie McMahon est arrivée en disant que le main event de Fastlane serait Dean Ambrose contre Roman Reigns contre
Dean Ambrose contre Roman Reigns contre Brock Lesnar. Alors du coup, ça, je trouve ça un peu dommage que Brock Lesnar face à Bray Wyatt se soit mis de côté comme ça. Je trouve ça un peu gratuit, encore une fois, que Brock Lesnar soit dans des matchs des matchs prestigieux sans avoir rien à faire. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait à peu près le tour. Je trouve ça pas normal, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne Brock Lesnar, mais je crois que on n'y coupera jamais. Donc, je me suis résigné à accepter les conneries de WWE concernant Brock Lesnar. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai terminé cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, en tout cas jusqu'au bout. Si vous avez eu la patience de le faire, merci. Et puis bravo. Je vous laisse avec tous ces résultats, tous ces résumés, toutes ces prédictions, tout ce que je viens de vous raconter. Et je vous donne rendez-vous pour les prédictions de Fastlane. Et je vous laisse aussi avec ma chanson du moment. Elle s'appelle Viking Death March. C'est de Billy Talent. Alors j'espère que je ne l'ai pas déjà mise. Sinon, ça en sera une autre. Et donc voilà. Et puis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Encore une bonne année à vous. Et à plus. Ciao les amis. Bisous.